Donc le cas clinique numéro 4, l'énoncé, une jeune femme de 23 ans, étudiante infirmière, vient vous consulter pour une adénopathie cervicale gauche, apparue depuis 1 mois et demi, et une fièvre vespérale à 38. Elle a moins d'appétit, a perdu plus de 5 kg en 1 mois. Dans ses antécédents, on note une intoxication tabagique à 5 paquets années et une notion de comptage tuberculeux dans l'enfance. L'examen clinique objective une adénopathie cervicale gauche de 3 cm de grand axe, non douloureuse et non inflammatoire. L'examen ORL est normal et le reste de l'examen sans particularité. 6 juin, donc ça sera à la fin de l'énoncé, la radiographie thoracique. Le bilan biologique est le suivant. Leucocytes 12 000 par mm3, dont 70% de polynucléaires neutrophiles, 10% de lymphocytes, 14% d'éosinophiles, 0% de basophiles et 6% de monocytes. Hémoglobuline plaquette normale, bilan hépatique complet et créatinine normaux. Donc, les questions. 1. Citer en les argumentant les 2 hypothèses à évoquer en priorité. Question 2. Commenter la radiographie jointe. Question 3. Quel examen paraclinique permettra de poser le diagnostic? Que montrera-t-il dans le cas de l'hypothèse la plus probable? Question 4. Le diagnostic est confirmé. Complétez votre bilan. Question 5. Voici des clichés. De quel examen s'agit-il? Décrivez en quelques phrases ses modalités et principes. Commentez finalement ces clichés. Donc ça, c'est les clichés de la question précédente. Le cliché, pardon. Question 6. Un examen biologique intrigue votre externe. Taux de CD4+, à 120 par mm3. Quelles sont les 2 hypothèses que vous évoquez? Question 7. Vous optez finalement pour un traitement par chimiothérapie, doxorubicine, vinblastine, bleomycine et dacarbazine, et une radiothérapie. Comment annoncez-vous le diagnostic et informez la patiente sur les complications à court et moyen terme? Question 8. Quels sont les 3 paramètres conditionnant la radiothérapie? Quelles sont les doses limites pour la moelle épinière, les reins, les poumons? Question 9. Votre patiente consulte 5 ans après la fin du traitement, en urgence dans un centre hospitalo-universitaire parisien pour une douleur médiothoracique survenue il y a 30 minutes. 6 juin, l'ECG. Quel est votre diagnostic précis et votre prise en charge immédiate? L'ECG et la radiographie pulmonaire. Donc, la première question, les 2 hypothèses à évoquer. On est face à une jeune femme qui a une adénopathie cervicale basse, une altération de l'état général et une fièvre. Les caractéristiques de cette adénopathie, c'est qu'elle est peu douloureuse et non inflammatoire. Donc je répète, une femme jeune. La première hypothèse, c'est une hémopathie, ce qu'on appelle le lymphome de Hodgkin. Ça a changé de dénomination, ça ne s'appelle plus maladie, c'est un lymphome. Pourquoi? Parce que depuis maintenant les années 90, avant on ne savait pas de quelle origine était la cellule monstrueuse du Hodgkin, la cellule de Ritstenberg, mais maintenant depuis plusieurs années on sait qu'il s'agit d'une cellule B et qu'il y a un réarrangement du domaine de la chaîne lourde des immunoglobulines. Donc origine lymphocyte B, donc dénomination lymphome de Hodgkin, et plus maladie. Les caractéristiques, j'insiste bien dessus, notamment la localisation qui est cervicale basse, très classique comme mode de révélation, et peu douloureux et non inflammatoire, ce qui est aussi classique des adénopathies, des hémopathies. Il y a des arguments qui sont biologiques, vous avez le syndrome inflammatoire, ça rentrera dans le cadre des symptômes petit b. Vous avez une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles très fréquente et l'hyperéosinophilie, qui est classique dans la maladie de Hodgkin, mais pas forcément fréquente. Et les éléments radiographiques, c'est un tableau de polyadénopathie. Vous avez bien sûr vu que sur la radio, il y a un énorme médiastin avec des adénopathies bilatérales, assez asymétriques. Donc le tableau, il est assez en faveur d'un lymphome de Hodgkin. L'autre hypothèse qu'on pouvait évoquer, c'était une tuberculose ganglionnaire. Il y a cette notion de comptage, on ne sait pas très bien ce que c'est. Il
Il y a une éventuelle exposition professionnelle puisqu'elle est étudiante infirmière. Et les arguments cliniques, ce sont un peu les mêmes que le lymphome de Hodgkin, mais tout de même, normalement, ça n'a pas les mêmes caractéristiques que dans le lymphome de Hodgkin, notamment les adénopathies, et elles sont plus inflammatoires et plus douloureuses. Donc, il y avait deux hypothèses, mais quand même, en premier lieu, il fallait répondre lymphome de Hodgkin, et c'était celle-là qu'il fallait évoquer en priorité. Alors, la radiographie qui était jointe, comme d'habitude, on dit bien que c'est une radiographie thoracique de face. Vous pouvez préciser, même si je ne l'ai pas cotée, ça fait bien qu'elle est de bonne qualité, c'est-à-dire qu'elle est bien inspirée. Vous avez calculé le nombre d'espaces intercostaux. Vous avez vu qu'elle était bien centrée et vous avez l'impression qu'elle a une bonne pénétrance. Ce qui ne se rend pas forcément bien sur la diapositive, mais qui est le cas en réalité. On note un élargissement médiastinal avec le terme consacré d'aspect en cheminée, c'est-à-dire qu'il y a des adénopathies médiastinales bilatérales, volumineuses et asymétriques. Vous finissez quand vous décrivez une radio par le reste, donc le parenchyme pulmonaire, la plèvre, le cadre osseux, vous montrez que vous avez bien tout regardé et tout ça, c'est normal. Donc là, vous avez tous les éléments, il faut bien penser à tout. C'est des questions faciles où vous pouvez vraiment grappiller des petits points. Donc là, vous avez les adénopathies médiastinales et sans doute hilaires à ce niveau-là, les îles ici. Donc un gros magma ganglionnaire assez important. Question 3. Quel examen paraclinique permettra de poser le diagnostic? Que montrera-t-il dans le cas de l'hypothèse la plus probable? Donc l'examen pour poser le diagnostic, c'est bien sûr une biopsie. Vous évoquez une hémopathie en premier lieu, donc une biopsie ganglionnaire. Vous pouvez repréciser le lieu où elle se fera. Là, j'ai encore mis chirurgicale, c'est-à-dire qu'elle se fera au bloc opératoire, après discussion avec le chirurgien, une consultation d'anesthésie, sous anesthésie loco-régionale. On envoie la biopsie pour un examen histologique en anapathe, une immunohistochimie pour avoir les marqueurs des cellules et savoir de quel type de cellules il s'agit, notamment le marqueur CD20+, pour les lymphocytes B, et CD30+, CD15+, dans le cas du lymphome de Hodgkin, j'y reviendrai, avec le CD20 qui est plus ou moins exprimé. Et comme vous avez évoqué la tuberculose, il faut mettre un fragment du ganglion en culture et rechercher des barres. J'attire votre attention sur le fait que c'est classiquement ce qu'on fait, mais il y a de plus en plus de centres où vous pouvez faire une biopsie, une ponction biopsie qui sera éco-guidée, donc qui se fera simplement en radiologie, juste avec une toute petite anesthésie locale et un geste qui est beaucoup moins gênant, qui dure en général 20 à 30 minutes. Mais bon, on est resté classique et j'ai coté la biopsie chirurgicale. Donc qu'est-ce qu'on voit en anatomopathologie pour le lymphome de Hodgkin? Le ganglion est complètement détruit, c'est malin, c'est une hémopathie, il n'y a plus l'architecture ganglionnaire. Le mot-clé, bien évidemment, c'est la cellule de Ritzenberg, donc je vous ai dit, origine lymphocytaire B. Ce sont des cellules géantes, tumorales, je vous ai donné une diapositive avec un exemple juste après. L'immunophénotypage classique, c'est CD30+, CD15+, le CD20 est plus ou moins exprimé, et on a souvent des marqueurs OBV, le LMP1 dans 30% des cas. Il y a une réaction tissulaire abondante, et c'est la caractéristique anatomopathologique du lymphome de Hodgkin, c'est-à-dire que les cellules de Ritzenberg, elles sont en petit nombre, mais par contre, il y a beaucoup de réactions inflammatoires tissulaires autour, avec des plasmocytes, des histiocytes, d'autres lymphocytes, et plus ou moins de la fibreuse selon le sous-type. Et c'est ça qui parfois gêne un peu le diagnostic de lymphome de Hodgkin et fait perdre un peu de temps. C'est que les cellules monstrueuses de Ritzenberg sont en petit nombre et parfois on fait une biopsie où on n'est que dans la zone inflammatoire et ça répond ganglion inflammatoire. Donc il ne faut pas hésiter à répéter les biopsies si on est sûr de son diagnostic clinique. Le sous-type, vous connaissez, donc il y en a 4 sous-types. Le plus fréquent, je rappelle, c'est le scléronodulaire, le type 2 dans 60% des cas. Donc votre diagnostic est confirmé puisque vous avez fait votre biopsie ganglionnaire. Complétez votre bilan. Donc quand on vous dit bilan et qu'on ne vous dit pas paraclinique, vous savez
vous ne pouvez vous parler de la clinique. Tout n'a pas été dit dans l'énoncé. Il y a d'autres symptômes grand B à rechercher, notamment si elle a des sueurs. Et une caractéristique un petit peu ancienne du lymphome de Hodgkin, c'était les douleurs lors d'ingestion d'alcool, mais c'est vrai. Il faudra faire un schéma daté. Donc vous faites un schéma daté avec les différentes adénopathies, la présence d'une hépatomégalie ou d'une splénomégalie. Et c'est très important pour l'évolution, la réponse au traitement. L'examen ORL avec qui rentre dans le cadre du bilan d'extension, l'exploration de l'anneau de Valdeyer, les amygdales, essentiellement. Donc en paraclinique, donc toujours essayer de classer pour montrer que votre pensée est structurée au correcteur. Donc il y a le bilan d'extension, c'est-à-dire comment on va stadifier ce lymphome de Hodgkin. Donc il faut savoir s'il y a des adénopathies sus ou sous-diaphragmatiques. Donc vous faites un scanner, savoir s'il y a une infiltration médulaire, une biopsie ostéomédulaire. Et là, je vous ai mis vraiment l'examen qui est primordial maintenant dans cette pathologie, c'est le PET scanner. On y reviendra après. Je ne l'ai pas coté le plus parce que c'est un nouvel examen. Mais maintenant, on ne vit pas sans le PET scanner. On le fait au diagnostic et puis après, on adapte notre thérapeutique selon la réponse. C'est vraiment primordial. Et puis, il y a des examens pour faire le pronostic. Les LDH, l'albumine, la bêta-2 microglobuline. Voilà, essentiellement les points importants. Après, chez cette patiente jeune, vous allez lui proposer sans doute un traitement à base de chimiothérapie ou de radiothérapie. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer, notamment faire des bêta-HCG, savoir si elle est enceinte, une évaluation cardiaque, un électrocardiogramme et l'échographie cardiaque, puisque vous allez sans doute utiliser des anthracyclines qui ont une toxicité cardiaque immédiate et au long cours, avec des tableaux d'insuffisance cardiaque dilatés. Vous faites un bilan complet avec la calcémie, puisqu'il existe des hyperparathyroïdies paranéoplasiques. Une sérologie VIH, puisque la séropositivité VIH, elle peut facilement être révélée par un lymphome de Hodgkin, c'est assez classique également. Une sérologie ou plutôt une PCR-EBV. Et puis un bilan, un groupage, puisque le patient va sans doute par la suite être transfusé avec les traitements qu'elle va recevoir. Donc la question 5, c'est une question un peu particulière. Je pense pas forcément que vous en avez vu souvent, donc c'est des clichés. De quel examen? C'est une tomographie par émission de positons. Comment ça marche? Donc c'est une scintigraphie qu'on réalise après l'injection intraveineuse d'un traceur, et ce traceur, en gros, c'est un sucre, un glucose, avec du fluor qui est faiblement radioactif. Vous injectez ce traceur et le sucre avec le fluor vont se fixer sur les cellules qui sont à forte activité métabolique. Toutes les cellules qui ont un turnover important et qui doivent utiliser du sucre pour fonctionner vont prendre votre traceur. Et l'élément radioactif va être repéré par la caméra, qu'on couple souvent à un scanner, et ça donne l'image que vous avez dans l'exemple de ce cas clinique, qu'on reverra par la suite. Comment se passe cet examen? En fait, il se passe à jeun. Pour ne pas avoir de faux positifs, il ne faut pas que le patient prenne des boissons sucrées avant, sinon ça va fixer au niveau du tube digestif. Il ne faut pas qu'il ait d'activité physique récente, puisqu'il va y avoir une consommation importante, une activité métabolique importante dans ce cas, et vous allez avoir une fixation musculaire. Et il faut contrôler la glycémie capillaire, notamment chez les patients diabétiques, puisqu'on leur injecte un produit sucré. Alors, les commentaires, c'est-à-dire interpréter ce PET scanner. Vous avez une hyperfixation qui est pathologique. On reviendra sur ça. Cervicale gauche, donc au niveau de l'adénopathie, et médiastinale. Je vous montre sur le PET scanner. Donc en cervicale gauche, ça c'est la fixation pathologique. Et bien sûr, là, vous avez une énorme fixation au niveau du médiastin. À côté de ces fixations pathologiques, il y a des fixations physiologiques et qui recoupent un petit peu les explications sur les modalités. C'est-à-dire que votre cerveau, oui, c'est un organe avec une forte activité métabolique. On réfléchit en permanence, on utilise du sucre, donc ça fixe. Et également le cœur, notamment le ventricule gauche.
Et d'autre part, il faut savoir que le traceur s'élimine par le système réno-vésical. Donc je vous montre, vous pouvez avoir une fixation au niveau de la vessie, et là on voit des toutes petites fixations qui sont au niveau de la chambre urinaire et du début des uretères. Là on ne voit pas, mais il y a une fixation physiologique à ce niveau-là au niveau du ventricule gauche d'habitude, et au niveau du cerveau. Voilà, donc vraiment c'est un examen qui va être primordial, je pense que vous allez en entendre de plus en plus parler, vous devez déjà en entendre parler dans vos stages, et ça a vraiment révolutionné un petit peu la prise en charge de ces pathologies. On le demande au diagnostic le plus souvent, et très rapidement pour savoir si le traitement marche. Là, je vous ai montré, pour enfoncer le clou, un PET scanner normal, avec les fixations physiologiques au niveau du cerveau, du ventricule gauche, et l'élimination au niveau de la vessie. Voilà. Petit 6, donc, un examen biologique intrigue votre externe, le taux de CD4+, qui est à 120 par millimètre cube. Quelles sont les deux hypothèses à évoquer? Donc, la première hypothèse, on en a parlé un peu avant, c'est que le patient soit en fait séropositif pour le VIH. Il sera dans ce cas-là au stade SIDA, puisqu'il a une hémopathie maligne, le lymphome de Hodgkin, et il sera donc révélé par cette hémopathie maligne. L'autre cas, souvent c'est quand même de façon moins profonde qu'à 120 par millimètre cube, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une CD4-pénie, donc une baisse des CD4, c'est un déficit immunitaire qui est latent et secondaire au Hodgkin sans séropositivité VIH. Donc c'était une question pas facile, mais en tout cas celle-ci, vous pouvez la trouver. La question 7. Vous optez finalement pour un traitement par chimiothérapie et une radiothérapie. Alors voilà, une question sur l'annonce du diagnostic et les informations que vous donnez aux patients. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment faire, hein, c'est très important et c'est la base de l'observance de votre patient. Donc c'est des choses qu'il faut faire vraiment de façon sérieuse et calme, comme je vais le dire. Donc le lieu, il ne faut pas que vous fassiez ça dans le couloir de l'hôpital avec du passage. Vous faites ça avec le patient dans un lieu calme, éclairé pour que vous puissiez voir ses réactions et puis qu'il puisse bien voir votre visage. Donc en gros, en consultation ou dans une chambre. Il faut que votre information elle soit loyale et précise et bien sûr dans un langage que le patient peut comprendre. Ça c'est très important. Il ne faut pas que vous l'abreuviez de notions scientifiques, sinon il ne va vraiment pas adhérer à votre prise en charge. Il faut que vous soyez vraiment humain à ce moment-là. Le diagnostic, vaut mieux le délivrer de manière progressive, c'est-à-dire que vous n'allez pas, dans votre première phrase, délivrer le mot de cancer ou de lymphome. Vous dites que c'est quelque chose d'assez grave, que ça touche les cellules du sang. Vous y allez progressivement. Il faut que votre discours soit positif, et donc là, tout l'intérêt de votre projet, vous savez, une fois que vous avez le diagnostic, quel projet vous allez lui proposer, quel traitement, la chimiothérapie, la radiothérapie. Il faut conclure avec des échéances précises, des rendez-vous, une éventuelle hospitalisation. Vous l'informez sur les complications. Donc là, moi, je n'ai pas mis beaucoup de réponses. Je pense que c'est important parce que vous n'allez pas l'informer sur tous les effets secondaires éventuels des traitements que vous allez lui donner. Vous allez l'informer sur les effets secondaires les plus fréquents, c'est-à-dire la toxicité hématologique des traitements, la notion d'aplasie. Il faudra bien lui dire que les globules vont baisser, qu'il y a un risque de fièvre, qu'il peut être transfusé, mais ça c'est dans l'imaginaire de tous les patients, dès qu'on parle de chimiothérapie, c'est qu'il va y avoir des nausées et des vomissements, une toxicité digestive avec des diarrhées, et bien sûr, dire qu'effectivement, elle va sans doute perdre ses cheveux, mais qu'il y existe des mécanismes, enfin on peut donner un casque, et qu'il y a de belles prothèses capillaires. Voilà. Après, ça ne rentre pas dans les complications à court terme, mais il ne faut pas oublier d'aborder les questions de fertilité et de stérilité. Chez un homme, il y aura un prélèvement sécos à faire. Par contre, chez une femme, c'est difficile et pas recommandé de faire un prélèvement d'ovaire. On le fait que dans les cas d'allogreffe de moelle. Alors, une petite question sur la radiothérapie. 8. Alors, les 3 paramètres, c'est l'étalement, c'est-à-dire sur combien de jours va se faire votre radiothérapie, la dose totale que vous allez donner et sous quelle forme.
c'est-à-dire le fractionnement, est-ce que c'est une dose totale en une fois ou est-ce que vous faites ça en plusieurs séances sur 3 semaines? Donc c'est les 3 mots-clés. Question un peu vicieuse, des doses limites pour la moelle épinière, les reins et les poumons. Mais bon, c'est important. La moelle épinière, c'est 45 Gray, les reins 15 Gray et les poumons 20 Gray. Surtout retenir pour les poumons avec cette patiente qui a une forte localisation médiastinale. Question 8 et dernière question. La patiente consulte donc 5 ans après la fin du traitement, qui a sans doute été efficace, en urgence pour une douleur médiothoracique survenue récemment, il y a 30 minutes. Donc on va voir le CG. Quel est votre diagnostic précis et votre prise en charge immédiate? Le diagnostic, donc on voit il y a un sus-décalage qui est franc. Là il n'est pas tout à fait franc en V2, mais qui est franc en V3, V4, D2 ici, pardon, D3 et AVF. Donc ça c'est le territoire inférieur et un territoire latéral. Comment on appelle ça? Un syndrome coronarien aigu, c'est une douleur thoracique qui est survenue il y a 30 minutes avec un sus-décalage du ST et dans le territoire inférolatéral. Le territoire inférolatéral, il est vascularisé par la coronaire droite et l'hypothèse la plus probable, c'est que ça soit lié à votre traitement, à la radiothérapie et que ça soit une coronarite radique. Il faut bien savoir que c'est la première cause de mortalité une fois le cap aigu passé chez ces patients atteints du lymphome de Hodgkin. C'est la coronoropathie ischémique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, il faut bien que vous mettiez avant tout, même avant l'hospitalisation et tout ça, qu'il faut un geste de revascularisation en urgence. On n'est pas sûr de la coronarite radique, c'est probable, mais de toute façon, il faut faire une coronarographie. C'est l'examen qu'il faut faire apparaître en premier. Alors l'angioplastie primaire, ça se discutera avec les cardiologues s'il s'agit effectivement d'une coronarite. Donc coronarographie, ça doit vraiment apparaître en premier. Vous montrer qu'il faut pas attendre tout le résultat des prélèvements, la mise en condition. Il faut directement s'orienter vers la salle de coronarographie et tout faire pour que ça arrive rapidement. En attendant, vous faites le dosage de la troponine, vous la mettez en condition avec une voie veineuse périphérique et une oxygénothérapie. Et puis, si la coronarographie n'arrive pas tout de suite, qui est quand même souvent le cas, vous pouvez commencer à donner de l'aspirine en IVD ou en Péros, 160 à 500 mg. C'est la conférence de consensus de cardiologie sur la prise en charge du syndrome coronarien aigu. Le Plavix, clopidogrel, avec une dose de charge qui est à 300 mg chez cette patiente jeune. Les antagonistes des récepteurs GP2B3A avec le Réopro et l'anticoagulation efficace, non fractionnée. Après, vous soulagez votre patient, vous donnez des morphiniques et si vous avez parlé des dérivés nitrés dans un infarctus inférieur, ça équivaut sans doute à un 0 à la question. Voilà. Donc les références, elles sont là. Donc on est parti d'une hémopathie maligne avec plusieurs hypothèses diagnostiques, 2 principales. On arrive à un traitement éventuel, on annonce tout ça au patient, on lui donne les risques possibles et finalement on se retrouve avec une situation qui est pas rare, pas exceptionnelle, de complications à long terme d'un traitement curatif. Donc c'est un dossier assez transversal. Je vous ai mis le PET scanner parce que je pense que c'est l'un des examens que vous allez connaître. C'est pas forcément mis clairement au programme de l'internat, mais si vous le savez, si vous connaissez comment ça marche, bah vous aurez un avantage sur les autres.